Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 21 septembre. Les corridas sont bien conformes à la Constitution française. C'est le jugement rendu ce matin par le Conseil constitutionnel. Une décision qui rassure notamment le maire de Nîmes. Nîmes où la Feria des Vendanges 2012 livre ses premiers chiffres. Un bon cru économiquement. Hôtel complet et remplissage record des arènes. Enfin rugby, le MHR se déplace en Gironde ce samedi pour affronter Bordeaux-Bègles. Les rugbymen montpelliérains devront composer avec une première ligne fragile et un jeu au pied jusque-là défaillant. La décision du Conseil constitutionnel était très attendue, en particulier dans notre région. Les sages ont donc tranché en milieu de matinée. La corrida est bien compatible avec la loi française. Elle ne sera pas interdite. Ces pratiques traditionnelles ne portent pas atteinte à des droits constitutionnels protégés, a expliqué la haute juridiction présidée par Jean-Louis Debré. Aujourd'hui, nos confrères de Midi Libre publiaient un sondage IFOP sur ce sujet. Question, la corrida doit-elle être interdite? 48% des Français répondent oui, mais ils ne sont que 39% dans les départements à tradition taurine, 50% dans les autres. Deuxième question, la corrida doit-elle continuer à être autorisée dans les villes du sud de la France? 42% des Français sont d'accord, 55% dans les départements taurins, 40% dans le reste du pays. Une réaction à la décision du Conseil constitutionnel, celle du sénateur maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. C'était en fin de matinée au micro d'Olivier Michel. C'est un soulagement parce qu'on pouvait craindre effectivement cette interdiction. Donc je pense que les anti-corridas qui sont des intolérants à mes yeux vont continuer malgré tout. Mais je crois que c'est un plus. L'an dernier, d'avoir inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité la corrida, ça a été fait par le ministre de la Culture de l'époque. Et aujourd'hui, c'est un plus que le Conseil constitutionnel ait pu valider un petit peu en quelque sorte l'existence de la corrida. Il y a eu quand même une inquiétude de voir interdire la corrida, qui aurait été un drame pour les aficionados, pour les clubs taurins, pour les éleveurs, pour les toreros et puis pour le côté économique que représente une feria, que ce soit celle de Pentecôte ou celle des Vendanges. Voilà, et de son côté, le comité radicalement anti-corrida, le CRAC, dénonce une dictature tauromachique. Il annonce qu'il ne s'agissait que d'une bataille et que son combat va continuer à travers une procédure auprès du tribunal administratif de Paris. En tout cas, à Nîmes, la Feria des Vendanges 2012 livre ses premiers chiffres. 59 000 spectateurs dans les arènes, des hébergements quasi complets, notamment samedi et dimanche. Un bon cru donc sur le plan économique. Explication, Olivier Michel. Record d'affluence pour cette Feria des Vendanges 2012 dans les arènes de Nîmes. 59 000 personnes sont entrées dans l'amphithéâtre romain contre 55 000 en 1990. Un succès imputable au cartel et à la présence de José Tomás. Force est de reconnaître que ça a eu un retentissement international. Toute la presse étrangère en a parlé, donc ça rejaillit aussi sur la ville de Nîmes. Je crois que c'était bien pour la ville de Nîmes, c'est bien pour l'économie locale et c'est surtout extraordinaire pour les aficionados. Une fréquentation des arènes qui s'est logiquement répercutée sur les hôtels de la ville qui ont connu une jauge croissante de jeudi à samedi, passant de 70% d'occupation à 99,5%. C'est vrai que les gens d'Amérique du Sud sont arrivés certains mercredi ou jeudi pour faire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 nuits. Ça c'est exceptionnel pour la Feria des Vendanges. De la distance les amener à résider, à avoir des séjours plus longs. Sinon ceux qui étaient espagnols ou français ou européens sont restés, quoi qu'il en soit, au minimum 2 nuits. Et là aussi, même ne serait-ce que cela, c'est une innovation, car sur la Feria des Vendanges, on est plus habitué à avoir exclusivement la nuit du samedi soir en forte fréquentation. Un taux de remplissage sur le long terme qui s'explique donc par la provenance parfois lointaine des touristes. Japonais, Russes, Brésiliens ou Mexicains, les étrangers ont représenté 45% des visiteurs de cette feria qui restera historique sur bien des points. Le président de Montpellier Agglomération, Jean-Pierre Moore, demande le classement de 4 quartiers de Montpellier en ZSP, zone de sécurité prioritaire, les quartiers Pergola, Cévennes, Petit Bar et Payade. Il a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui avait installé lundi une zone de sécurité prioritaire à Vauvert et à Saint-Gilles dans le Gard. Jean-Pierre Moore qui indique avoir rencontré le ministre dimanche dernier à Nîmes. Celui-ci a promis une réponse rapide.
Et on reste à l'agglo de Montpellier qui recevait ce matin les athlètes olympiques et paralympiques locaux qui ont participé au JO de Londres. Une cérémonie pour féliciter les sportifs, médaillés ou pas. Parmi les porte-drapeaux de cette délégation montpelliéraine, les handballeurs champions olympiques ou une basketteuse vice-championne olympique. Sans oublier les footballeuses qui ont échoué au pied du podium ou encore les athlètes paralympiques comme Oriane Lopez, 9e au 100 mètres. Écoutez. Je garde un très bon souvenir de cette course et puis de toute l'ambiance des Jeux. Ce fut des Jeux vraiment grandioses pour des Paralympiques avec des stades combles et un public qui était vraiment avisé, qui maîtrisait le sujet du handisport et c'était vraiment un grand bonheur. On savait que les Anglais étaient vraiment forts en handisport, qu'ils ne faisaient pas trop de distinction entre les Paralympiques et les Olympiques. Ça s'est confirmé quand on a vu que tout était à guichet complet et donc voilà, c'était vraiment un grand bonheur de sentir cet engouement. Sport toujours, rugby top 14. Le MHR se déplace en Gironde. Un match contre Bordeaux-Bègles ce samedi. Les rugbyman montpelliérains ont montré leur combativité depuis la reprise du championnat. Mais ils devront composer avec une première ligne fragile, 9 absents et un manque de réussite au pied, en tout cas pour le moment. Olivier Brachard a suivi l'entraînement cette semaine. Face à Toulon, Montpellier est tombé avec les honneurs le week-end dernier. Un bonus défensif arraché à la dernière minute et 3 essais inscrits. Un finish face à l'armada impressionnante de Toulon qui rassure sur les capacités de Montpellier à se transcender cette année. En revanche, le MHR orphelin de son buteur argentin Bustos Moyano est totalement défaillant au pied. Seulement 8 pénalités et 2 drops marqués en 5 journées de top 14. J'ai pas de réussite en ce moment, c'est très rageant personnellement. Parce que je bosse pas mal sur ça et que ça rentre pas, c'est difficile, mais aussi pour l'équipe qui fait un gros effort pour avoir toutes ces pénalités et que moi j'arrive pas à les concrétiser, ça me chagrine et pardon du mot, mais ça m'emmerde, donc voilà. Avec un Benoît Payog en panne de confiance et un François Trinduc qui n'a pas le truc visiblement pour être un bon buteur, le staff devrait s'en remettre au jeune Eric Escande, même si Fabien Galtier préfère ne pas accabler ses buteurs habituels. On n'a pas arrêté l'équipe. Encore un buteur, on a Eric Escande qui peut buter, qui en a mis 2 ce week-end, mais on n'a pas c'est pas un sujet sur lequel j'ai la solution. Avant le match, moi je dis à Benoît, ne te mets pas la pression là-dessus. C'est tout ce que je lui dis, c'est tout. Il pense pas. Quand c'est François qui tape, je dis c'est pas grave. Je peux juste essayer d'éviter de leur mettre la pression. Et comme un problème ne vient jamais seul, le MHR est aussi privé de 9 de ses joueurs de première ligne. Un véritable casse-tête pour l'entraîneur des avants, Mario Ledesma, qui doit pourtant aligner des avants face à Bordeaux-Bègles, entraîné aussi par un ex-talonneur de renom, Raphaël Ibanez. Voilà, coup d'envoi ce samedi 18h30 à Bègles. Et c'est aussi la reprise du championnat de basket féminin ce week-end avec le traditionnel Open de la Ligue à Paris. Une première journée où les gazelles de Latte Montpellier vont affronter Toulouse. Revue d'effectifs et ambition de nos vice-championnes de France pour la saison qui démarre. Olivier Brachard. On ne retient souvent que le nom du vainqueur et pourtant le BLMA fait un très beau dauphin de Bourges, le champion de France en titre. La saison passée appartient désormais à l'histoire. On en retiendra les matchs au sommet face au Spartak de Moscou ou Fenerbahçe. On se souviendra aussi de la dernière année au club de la très grande Sandra Dijon, partie à Arras finir sa carrière. Aujourd'hui, les nouveaux visages du BLMA sont à l'intérieur. Kata Chilga et surtout Émilie Gomis, l'ailière médaillée d'argent aux Jeux de Londres. Elle a décliné une offre de Bourges pour signer à Latte. J'ai fait le choix de venir ici pour plusieurs raisons, par rapport à l'effectif, le groupe que je connaissais déjà un petit peu, et puis, par rapport aussi au projet du club et du coach, dont le président, voilà, je me suis totalement reconnue dans ces projets-là. Et voilà, et puis bon, il y a aussi la qualité de vie, on va pas se mentir. La native du Nord, pour l'instant blessée, rejoint l'une de ses grandes amies braqueuses des derniers Jeux, la meneuse Edwige Lawson. Elle sait défendre, elle peut marquer des paniers, elle est très très rapide, elle a un très bon shoot à 3 points, donc c'est vraiment une joueuse au-dessus qu'on vient de signer. C'est vrai qu'elle va nous aider sur le secteur extérieur, on va être plus fort qu'en l'année dernière sans aucun doute. Skrela, Léla, c'est maintenant Gomis. En dehors de la raquette, l'entraîneur Valérie Demouy tient de très belles cartouches pour les Money Time.
La philosophie de Valérie, c'est défendre fort, jouer le jeu rapide, jouer un jeu un peu spectaculaire, je vais dire, même si ça reste du basket féminin, pour que les gens qui viennent nous voir prennent du plaisir. Et voilà, mais je pense que il faut qu'on défende fort pour atteindre nos objectifs. Le club, entre autres pour des raisons financières, a choisi de priver ses filles d'Euroleague. Peut-être aussi une façon de clarifier l'objectif, inscrire enfin le nom de Latte au palmarès du championnat. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu en direct sur TV Sud lundi 12h30. Passez un excellent week-end.